il y a un effet secondaire de la chimiothérapie dont finalement on parle assez peu, c'est le brouillard mental. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo longue sur cette chaîne et donc je reprends l'enregistrement des vidéos avec aujourd'hui un sujet qui, ma foi, est assez d'actualité dans mon quotidien. En effet, il y a un effet secondaire de la chimiothérapie dont finalement on parle assez peu. On parle beaucoup des nausées, on parle de la fatigue, on parle de la perte des cheveux pour certaines thérapies, des neuropathies, notamment avec l'oxaliplatine. Mais il y a un truc qui peut être particulièrement pénible quand on continue à travailler pendant son cancer, et c'est mon cas, c'est le brouillard mental. Je viens justement de terminer 4 cycles de Folfox, donc oxaliplatine, 5-FU et acide folinique. Et personnellement, sur ces 4 cycles, je pense que c'est probablement l'un des effets secondaires qui m'a le plus handicapé professionnellement. Parce que la fatigue physique, quelque part, je sais à peu près comment la gérer. Moi, je suis freelance, je travaille à mon compte, et donc j'ai, pour des raisons personnelles, choisi de continuer de travailler pendant mes traitements, et j'ai réussi à organiser mes chimiothérapies le vendredi. Donc, comme je vous l'avais déjà raconté, mes chimiothérapies, protocole Folfox, c'est 4h30 en centre d'oncologie, et après on a 48 heures avec la perfusion portative que l'on va garder, et on est débranché donc 48 heures plus tard. Le fait d'avoir choisi le vendredi, ça me permettait d'avoir, de ne perdre qu'une journée au niveau professionnel, et surtout de basculer les 48 heures qui suivent sur le week-end, ce qui était un moindre mal. Et donc déjà, ça représente pratiquement une journée complète. Alors j'habite à environ 1h30 de mon centre d'oncologie, je passe 4h30 sur place, donc vous voyez mon vendredi, finalement, je peux dire qu'il est mort, même si, je l'avoue, ça m'est arrivé d'emmener mon ordinateur et d'essayer de travailler un petit peu pour avancer sur mes tâches courantes. Donc pour résumer, c'était vendredi chimiothérapie et samedi dimanche diffuseur, récupération, et généralement quasiment pas d'activité, que ce soit professionnelle ou personnelle, puisque on est un petit peu en vrac. Alors sur le papier, c'était quasiment parfait, parce que j'imaginais que le lundi matin, j'allais repartir tout pimpant. Sauf que, dans les faits, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. En fait, chez moi, le plus compliqué commence justement souvent après la cure de chimiothérapie. Sur les 4 cycles que je viens de faire, j'ai systématiquement eu une période de 2 à 4 jours pendant laquelle j'avais véritablement l'impression que mon cerveau tournait entre 10 et 20% de ses capacités habituelles. Alors je précise bien, c'est mon ressenti. Je n'ai évidemment pas fait de test neuropsychologique en me disant que j'avais perdu 80% de mes capacités. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Physiquement, je pouvais même parfois être entre guillemets dans un état relativement correct, puisque ça m'est arrivé de retourner à la salle de sport dès le mardi suivant la chimiothérapie. Alors sur un cycle, je n'y suis retourné que le jeudi, parce que ça m'avait un peu plus impacté physiquement, mais généralement au niveau physique, je pouvais me lever, faire à manger, sortir, limite avoir une vie normale, aller devant mon ordinateur bien entendu, mais par contre intellectuellement c'était un peu plus compliqué. En effet, je savais ce que j'avais à faire, j'avais par exemple un dossier ouvert devant moi, je pouvais parfaitement comprendre intellectuellement la tâche ou les tâches à réaliser, mais j'étais incapable d'organiser correctement les différentes étapes pour les réaliser. En d'autres termes, vous commencez quelque chose, vous partez sur autre chose, et puis vous revenez, et vous oubliez pourquoi vous avez ouvert le document. Ça m'est arrivé moi de lire 3 fois le même paragraphe, et une tâche qui me prenait normalement une demi-heure pouvait me prendre jusqu'à 2 heures, voire 3 heures. Quand votre métier consiste, comme le mien, essentiellement à réfléchir, analyser, écrire, développer, résoudre des problèmes, c'est quand même un poil gênant. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 2 fatigues complètement différentes liées à la chimiothérapie. Il y a la fatigue physique et il y a ce que je vais appeler la fatigue cognitive. Et les deux ne vont pas forcément ensemble. Moi par exemple, en temps normal, je vais 4 fois par semaine à la salle de sport. Je fais essentiellement du renforcement musculaire en full body avec des charges maintenant relativement lourdes. Sur certains exercices, je peux même travailler, par exemple à la presse à cuisse avec des charges allant jusqu'à 160 kg, 80 kg au niveau du développé couché. Je fais généralement des séries relativement courtes, mais avec la recherche d'une certaine intensité, puisque c'est ce que moi je recherche pour mon entretien corporel, mais aussi pour m'aider à lutter contre la maladie. Alors je précise évidemment que je ne conseille absolument pas à tout le monde de faire la même chose, c'est mon entraînement adapté à mon état physique et discuter accessoirement avec les médecins dans le cadre de mon suivi. Mais ça donne simplement une idée de mon niveau d'activité habituel.
Les premiers jours de la chimio, je ne vais pas essayer de faire le héros. Je ne vais pas à la salle, je peux faire un petit peu d'exercice à la maison, j'y vais très cool, je fais un petit peu voilà, d'étirement, du renforcement musculaire très light. Je sais que mon organisme n'est pas capable de supporter la même chose qu'en temps normal. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est de comprendre que quand on commence à travailler avec des charges relativement lourdes, aller s'entraîner quand on est épuisé ou à moitié déconnecté cognitivement, c'est aussi le meilleur moyen de se blesser. Donc généralement, je suis sage et j'attends, j'écoute mon corps avant de reprendre une activité physique entre guillemets normale. Eh bien, professionnellement, j'ai fini par faire exactement la même chose. J'ai essayé d'arrêter de lutter contre mon cerveau et j'ai commencé à organiser mon travail entre guillemets autour de lui. Il y a un outil qui m'aide énormément aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur l'IA, c'est pas le sujet, mais comme je travaille beaucoup avec ces outils, moi professionnellement je travaille avec l'IA depuis 2020, j'ai progressivement appris à les utiliser comme une sorte de, entre guillemets, deuxième cerveau. Avant ma chimiothérapie, quand je sais que je vais avoir plusieurs jours compliqués, je prépare entre guillemets mes chantiers, mes travaux, je note ce que j'ai à faire, je découpe les tâches, je donne le contexte nécessaire à mes outils, j'utilise plusieurs IA différentes selon les tâches, j'utilise ChatGPT que vous connaissez, j'utilise Claude d'Anthropic, NotebookLM et d'autres outils selon ce que je vais faire. Et quand j'arrive dans une journée où mon cerveau fonctionne mal, eh bien, je peux repartir de tout ce que j'avais préparé avant. L'IA va me rappeler le contexte, me restructurer une information, me résumer un document, me rappeler où j'en étais, et finalement m'aider en quelque sorte à découper une tâche complexe en petites tâches beaucoup plus simples. Alors, ça ne remplace pas mon cerveau, ça demande une certaine rigueur au niveau du travail, mais quand je suis vraiment dans le brouillard, ma productivité, de toute façon, elle reste catastrophique. Mais ces petites astuces, ça me permet de compenser partiellement quelque chose que j'avais énormément de mal à gérer auparavant, ma mémoire de travail et ma capacité à organiser des tâches complexes. Et tout ça, tout ce que je décris, ça porte un nom. Le terme populaire dans le milieu, ça s'appelle le chemobrain, le cerveau sous chimio, ou on trouve aussi le terme chemofog, le brouillard de chimiothérapie. Alors, scientifiquement, le terme est aujourd'hui un petit peu différent. On parle plutôt de Cancer-Related Cognitive Impairment, le CRCI. Et cette différence de vocabulaire est importante, parce que la science montre quelque chose d'assez étonnant. La chimiothérapie n'explique probablement pas tout, et pendant longtemps, on a utilisé le mot chemobrain pour décrire les difficultés inhérentes à la prise de médicaments et leur impact sur le côté cognitif. Aujourd'hui, les chercheurs préfèrent donc parler de troubles cognitifs associés au cancer. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que on a découvert que certains patients présentaient déjà des altérations cognitives avant même de recevoir leur première chimiothérapie. Et ça change énormément notre compréhension du phénomène. Ce que les patients décrivent concerne principalement 4 grandes fonctions. La première, la mémoire. La deuxième, l'attention et la concentration. La troisième, la vitesse de traitement de l'information. Et la quatrième, ce que l'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, pour simplifier, c'est la capacité de votre cerveau à organiser votre travail, à planifier, passer d'une tâche à l'autre, résoudre un problème, maintenir plusieurs informations en mémoire en même temps, prendre une décision. Et personnellement, c'est cette partie-là que je ressens le plus fortement quand je suis sous traitement. En tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Ce n'est pas que je ne sais plus faire mon métier, c'est plutôt comme si, entre guillemets, le processeur était toujours le même, mon cerveau, mais qu'il fonctionnait avec énormément de mémoire vive, si je peux me permettre un peu le parallèle. Et ce phénomène aujourd'hui, il est suffisamment documenté pour que le National Cancer Institute américain lui consacre des recommandations spécifiques. Une grande synthèse scientifique publiée en 2026 explique notamment que selon les populations étudiées et selon la manière dont on mesure les troubles, des altérations cognitives ont été identifiées dans une proportion pouvant aller jusqu'à environ 3/4 de certains groupes de patients atteints de cancer ne touchant pas directement le système nerveux central. Alors attention, il faut faire attention aux chiffres, ça ne signifie pas que 3 malades sur 4 vont développer un chemobrain sévère. Les résultats sont comme d'habitude extrêmement variables selon les cancers, les traitements, l'âge des patients et surtout la définition utilisée entre guillemets des troubles cognitifs. Certains patients vont ressentir un léger ralentissement pendant quelques jours, d'autres vont être réellement handicapés pendant plusieurs mois. Et certains, bien évidemment, n'auront pratiquement aucun impact. Chez une partie des patients, les difficultés peuvent persister assez longtemps après les traitements. Et d'ailleurs, cette même revue estime que, selon les études, des symptômes peuvent être encore assez impactants plusieurs années plus tard chez une petite partie des patients. Mais ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est que le ressenti du patient et les tests neuropsychologiques qui ont été réalisés dans le cadre de ces études ne correspondent pas toujours. On peut avoir énormément l'impression d'être diminué et obtenir des résultats relativement normaux à des tests. Et inversement. Et
enfin, moi je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Mais en fait, pas tant que ça. Alors, pour avoir déjà fait dans le passé des tests de QI, notamment, je pense qu'un test réalisé pendant 20 minutes dans une pièce calme ne reproduit absolument pas une journée de travail de 8 heures avec des mails, des appels, 15 onglets ouverts dans le navigateur, plusieurs dossiers en même temps et des décisions à prendre en fait en flux continu. Il y a d'ailleurs des travaux spécifiquement consacrés à l'impact professionnel de ces troubles cognitifs. Il y a une étude qui a été menée auprès de 279 personnes ayant survécu à différents cancers et travaillant encore. Et donc dans cette étude, on a trouvé qu'environ 30% avaient des performances neuropsychologiques inférieures à ce qui était attendu en temps normal. Mais surtout, les plaintes cognitives ressenties dans le cadre du travail étaient fortement associées aux difficultés professionnelles. Autrement dit, même lorsqu'un test cognitif classique ne montre pas une catastrophe, le problème peut être très réel dans la vie quotidienne. Et ça, pour quelqu'un qui travaille pendant ces traitements, c'est particulièrement important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau? Ben là, il faut être prudent parce qu'en fait, on n'a pas encore un mécanisme unique permettant d'expliquer, en tout cas scientifiquement, le chemobrain. On a plutôt plusieurs pistes qui semblent se combiner. La première piste, c'est l'inflammation. Comme vous le savez, un cancer peut provoquer une inflammation systémique. Certaines chimiothérapies peuvent également provoquer une réponse inflammatoire. Vous avez différentes molécules inflammatoires, les cytokines, qui peuvent alors indirectement modifier le fonctionnement du cerveau. On étudie notamment le rôle de l'IL-6 ou du TNF-alpha, je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos, et d'autres médiateurs inflammatoires. La deuxième piste, c'est le stress oxydatif et les mitochondries. Donc les mitochondries, je vous en avais déjà parlé, pour simplifier, ce sont les petites centrales énergétiques de nos cellules. Certaines chimiothérapies peuvent perturber leur fonctionnement et augmenter le stress oxydatif. Le problème, c'est que le cerveau est un organe extraordinairement gourmand en énergie. Donc une perturbation de ces systèmes pourrait participer au ralentissement cognitif. La troisième piste, c'est une neuroinflammation. Certaines études expérimentales suggèrent que les traitements anticancéreux peuvent modifier l'activité des cellules de soutien du cerveau et perturber la création ou le fonctionnement de certaines connexions neuronales, notamment dans les régions liées à la mémoire. On étudie aussi une altération possible de la barrière hémato-encéphalique. En gros, c'est la barrière qui protège normalement le cerveau de nombreuses substances circulant dans le sang. Et puis, il y a aussi des modifications des réseaux cérébraux eux-mêmes. Il y a eu notamment une étude systématique publiée dans la revue Neurologie en 2025 qui a analysé 63 études représentant plus de 3600 patients et dans cette méta-analyse, les chercheurs ont trouvé dans de nombreuses études des modifications structurelles et fonctionnelles après chimiothérapie dans plusieurs réseaux cérébraux. Notamment, on y revient, le réseau exécutif central, en d'autres termes, le réseau de l'attention. Sur les études qui examinaient spécifiquement certaines fonctions cognitives, 70% rapportaient une altération de l'attention ou de la mémoire de travail. 64% rapportaient une dégradation de l'apprentissage et de la mémoire. Et 56% une diminution de la vitesse de traitement de l'information. Alors attention, encore une fois, ces chiffres correspondent au pourcentage des études qui retrouvent ces anomalies, pas au pourcentage de patients. Et les auteurs soulignent, comme d'habitude, que les résultats restent très hétérogènes et que des études, enfin en tout cas les études les plus solides ne se retrouvent pas nécessairement dans toutes ces associations statistiques. En d'autres termes, oui, il existe des signaux biologiques, oui, l'imagerie cérébrale retrouve certaines modifications, mais non, on n'a pas découvert, entre guillemets, la lésion du chemobrain. C'est, encore une fois, beaucoup plus complexe. Alors, pour en revenir à mon propre cas, c'est intéressant puisqu'en fait, je suis traité pour un cancer colorectal. Et justement, j'ai trouvé une grosse étude menée sur des patients atteints d'un cancer colorectal qui a donné un résultat assez surprenant. Les chercheurs ont suivi plusieurs centaines de patients et les ont comparés à des personnes sans cancer. Avant même le début de la chimiothérapie, 43% des patients atteints d'un cancer colorectal présentaient une altération sur des tests cognitifs. Chez les personnes sans cancer, c'était seulement 15%, 3 fois moins. Et 12 mois plus tard, on trouve encore une différence importante, 46% chez les patients contre 13% dans le groupe témoin. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les chercheurs n'ont pas retrouvé d'effet supplémentaire net de la chimiothérapie sur les tests cognitifs objectifs. Donc si on s'arrêtait là, on pourrait dire le chemobrain n'existe pas, c'est le cancer. Logique. Sauf que non. Parce qu'à 6 mois, lorsqu'on demandait directement aux patients s'ils ressentaient des difficultés cognitives, ils étaient 32% à s'en plaindre dans le groupe ayant reçu une chimiothérapie, contre seulement 16% chez ceux qui n'en avaient pas encore reçu, donc 2 fois plus. Une autre méta-analyse publiée quelques années plus tard, spécifiquement sur la chimiothérapie du cancer colorectal, a retrouvé exactement la même complexité dans l'analyse. En regroupant 11 études prospectives, les auteurs n'ont pas retrouvé de dégradation cognitive globale clairement attribuable à la chimiothérapie. Ils ont cependant observé que l'âge pouvait augmenter la vulnérabilité. Autrement dit, dans le cancer colorectal, on ne peut pas scientifiquement prendre mon expérience personnelle et dire voilà, le Folfox, ça détruit les capacités cognitives pendant 4 jours. Ça serait faux. Moi, je constate cette relation temporelle de manière extrêmement claire et nette.
je reçois ma chimiothérapie, et quelques jours plus tard, systématiquement, mon cerveau tourne au ralenti. Et puis ça revient. Mais l'observation individuelle ne permet pas d'établir un mécanisme que l'on pourrait généraliser. Dans le Folfox, on retrouve notamment le 5-FU, le 5-fluorouracil et l'oxaliplatine. Des travaux expérimentaux montrent que certaines molécules de chimiothérapie peuvent agir sur différents mécanismes neurologiques, sur la myéline, les mitochondries, l'inflammation ou la neurogénèse. Ça, je vous en ai parlé. Mais chez l'être humain, il est extrêmement difficile de séparer tout ça. Parce qu'en même temps, vous avez le cancer, la chimiothérapie, la fatigue, le sommeil perturbé, le stress, les douleurs chez certains patients, parfois de l'anémie, des modifications hormonales, les médicaments contre les nausées, les corticoïdes, l'anxiété, la nutrition, l'inflammation, et parfois tout ça en même temps. C'est donc probablement pour ça que le terme cancer-related cognitive impairment est meilleur que chemobrain. Parce que le cerveau ne vit pas la chimiothérapie de manière isolée. Il vit l'ensemble du cancer et de ses traitements. Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors malheureusement aujourd'hui, il n'existe pas une petite pilule magique permettant d'éteindre le chemobrain le lundi matin avant d'aller travailler. Plusieurs médicaments sont étudiés, des protocoles de rééducation cognitive sont également testés, mais on n'a pas aujourd'hui de traitement miracle validé pour tout le monde. Ce qui revient le plus souvent dans les recommandations, ce sont finalement des choses relativement simples. Et la première, c'est exactement ce que j'ai fini par faire naturellement, arrêtez de me forcer. Si vous savez que votre cerveau fonctionne mieux à certains moments, gardez ces moments pour les tâches difficiles. Personnellement, quand je sais qu'une chimiothérapie arrive, j'essaye de réaliser des tâches qui demandent énormément de réflexion un peu avant. Et je garde pour les jours difficiles, entre guillemets, les choses un peu plus mécaniques, des tâches simples comme du classement, écrire des mails, on peut s'aider avec l'IA, des petites corrections sur des développements, des tâches administratives simples. Et la deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, externaliser sa mémoire. Et ça, c'est quelque chose que recommande aussi le National Cancer Institute. Faire des listes, utiliser un agenda, noter les choses, mettre des rappels. J'utilise énormément Google Calendar et les rappels. Découper les tâches. Ne pas demander à son cerveau de retenir inutilement 10 informations s'il suffit de les écrire. Personnellement, en 2026, je pousse simplement cette logique un peu plus loin grâce à l'intelligence artificielle. Je confie du contexte à mes outils avant que mon cerveau parte dans le brouillard. Je garde les notes, je prépare les différentes étapes, et ensuite, mes outils, comme ChatGPT, Claude, Notebook LM, ou d'autres outils d'ailleurs, peuvent me servir de mémoire externe et m'aider à reconstruire le film. Encore une fois, c'est absolument pas un traitement médical du chemobrain. C'est un outil de compensation que j'ai mis en place parce que c'était adapté à ma pratique professionnelle, un peu comme un carnet, sauf que c'est digital, et c'est simplement beaucoup plus puissant que de simples notes écrites. Et puis la troisième chose, c'est l'activité physique. Là encore, il existe des données intéressantes. Je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai en lien sur la pratique de l'activité physique dans le cadre du cancer. Il y a une étude randomisée publiée en 2022 chez 181 femmes ayant reçu une chimiothérapie pour un cancer du sein, et donc qui a étudié pendant 6 mois un programme combinant activité aérobie et renforcement musculaire. Activité aérobie, c'est en gros du cardio. Le résultat était assez nuancé dans le sens où les chercheurs n'ont pas retrouvé d'amélioration significative sur leurs critères neuropsychologiques principaux. En revanche, les participantes rapportaient une amélioration de leur fonctionnement cognitif ressenti, de leur fatigue, de leur qualité de vie et de leur état psychologique. Là encore, pas de miracle, mais probablement un intérêt. Perso, je suis convaincu que l'intérêt de maintenir une activité physique pendant la maladie est hyper important dès lors que votre état physique le permet. Il faut juste, comme son cerveau, écouter son organisme. Et quand je suis typiquement à J+2 ou J+3 de la chimio et que je sens, par exemple, que mon cardio ne va pas suivre, que mes réflexes sont moins bons et que mon cerveau est dans le brouillard, objectivement, je ne vais pas mettre des charges incroyables sur les appareils pour prouver que je suis fort ou satisfaire mon ego. J'y vais tranquille, voire même je reste chez moi. Il faut savoir écouter son corps et savoir se dire c'est pas grave, je ferai mieux demain. Enfin, il y a la rééducation cognitive. Il existe des programmes pour entraîner l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Les résultats sont intéressants, mais encore assez modestes. Une méta-analyse récente retrouve par exemple un petit bénéfice sur les fonctions exécutives, mais avec un niveau de preuve encore trop faible pour être totalement validé. Là encore, on revient à quelque chose que je trouve important que le cancer, se méfier des solutions miracles. Parce que dans tous les domaines, si vous avez regardé mes autres vidéos, généralement, il n'y en a pas. C'est plutôt une accumulation de petites stratégies, moi ce que j'ai appelé souvent les petites briques qu'on va mettre les unes avec les autres. Par exemple, dormir correctement, limiter la surcharge mentale, faire de l'activité physique dès qu'on le peut, noter les choses, préparer ses journées à l'avance, utiliser des outils mis à disposition, notamment les outils informatiques, et surtout accepter de ralentir son activité. Alors dans mon cas, je n'en ai pas encore parlé à l'équipe médicale, ça sera demain, puisque au moment où je tourne cette vidéo, c'est la veille de mon prochain rendez-vous avec l'oncologue, et je compte donc bien en parler avec elle pour voir s'il existe potentiellement
éventuellement des solutions ou des soins de support, peut-être, je ne sais pas. Parce que, voilà, je pense que c'est suffisamment important de prendre en considération le côté cognitif, en plus du côté physique lié au cancer. Personnellement, la principale chose que j'ai apprise durant ces 4 cycles de chimio, c'est finalement celle-là. Quand mon corps est fatigué, je sais maintenant l'écouter. Mais il faut aussi apprendre à écouter son cerveau. Il y a des jours où je peux travailler, tout à fait normalement. Il y en a où je suis à 50%. Et il y a quelques jours où j'ai véritablement l'impression d'être à 10% de mes capacités. Et ces jours-là, je m'en cache pas, je ne force pas. C'est pas en essayant de faire 100% que je vais aller mieux. Je vais simplement faire 5 fois plus d'efforts pour produire beaucoup moins et probablement beaucoup moins bien. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prépare, j'anticipe, je délègue entre guillemets certaines fonctions à mes outils et je fais ce que je peux. J'accepte de remettre le reste au lendemain, tout simplement. Parce que finalement, avec le ChemoBrain, comme avec beaucoup d'autres effets secondaires du cancer, le plus efficace, ça n'est pas toujours de combattre son organisme. C'est parfois simplement d'attendre et d'apprendre à travailler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain sujet qui, à n'en pas douter, vous intéressera. À très bientôt. Force à vous.